Mesdames et messieurs de la Cour, j'interviens aujourd'hui au titre de la défense en 2017 de Marie-Antoinette. Le ministère public nous est remonté à l'Ancien Régime. Je ne vois pas ce que cela vient faire. Mais passons. Après avoir observé et écouté le ministère public se lancer dans une diatribe des plus violentes sur fond d'allégations totalement infondées contre ma cliente, ce dernier semble avoir omis de mentionner les multiples violations du droit de la défense de ma cliente. Alors, avant d'aller au fond de cette affaire, abus de langage de ma part, tant ce dossier est incroyablement vide. Je vais donc, à titre préliminaire, vous faire état de ces multiples violations des droits de la défense de ma cliente, bien qu'ayant été purgées par une instruction éclair. 2 jours avant la tenue de ce procès, n'ayant moi-même été prévenu que très tardivement, ma cliente a subi un interrogatoire des plus secrets, mené par le juge d'instruction, en présence de monsieur l'avocat général, et sans ma présence. Une totale violation du droit d'être assisté de son conseil durant toute la phase d'enquête, la phase d'instruction, devant mener jusqu'au procès. Je le disais il y a un instant, j'ai été prévenu que très tardivement que j'allais assurer avec honneur la défense de ma cliente. Alors que le ministère public a eu toute latitude pour préparer ce procès. Violation du temps et des facilités nécessaires pour préparer la défense, garantie par l'article 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Lors de cet interrogatoire, les questions posées à ma cliente n'appelaient pas de réponse et constituaient déjà en soi un acte d'accusation. Violation du droit à la présomption d'innocence, garantie par l'article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, au nom du droit à un procès équitable, garanti par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, garanti par l'article 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, garanti par l'article 14, paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, garanti, enfin, par l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. J'attire simplement ici votre attention, je ne demande pas une nullité procédurale. Maintenant, si l'on joint le fond de cette affaire, ma cliente, cette femme courageuse, qui n'a eu de cesse de fuir son destin, qui la rattrape pas forcément, puisqu'en effet, elle a eu le malheur d'être première dame de France. Et cette seule idée peut d'avance vous faire sortir, vous mettre en garde contre sa justification, et vous faire sortir ainsi, malgré vous, de l'impassibilité qui convient à votre noble caractère. Ma cliente a été la cible idéale de petits plaisantins pas assez courageux pour révéler leur véritable identité, préférant mener une véritable campagne de dénigrement sans précédent à travers des pamphlets qui servent aujourd'hui d'allégation, de support aux allégations de l'accusation. Quel crédit accorder à cette mascarade? Ma cliente, une femme qui s'est dédiée corps et âme à la France, au peuple français, nous la remercions aujourd'hui en l'achetant en détention, en lui arrachant avec une violence inouïe son fils, son très jeune fils. Je crois qu'il n'y a pas de pire supplice pour une femme, pour une mère. Et comme si cela ne suffisait pas, ma cliente est calomniée par une accusation d'inceste. Je crois que la nature elle-même se refuse à répondre à pareilles accusations. Pensez à l'âge qu'a cet enfant, au petit Louis Capet. Pensez à combien il est facile de dire à un enfant ce que l'on veut, et même ce qu'il ne comprend pas. Ma cliente est accusée d'avoir dilapidé les finances de la France, Madame Déficit. Jamais, jamais, ma cliente aimait trop son époux pour dilapider l'argent de son pays. Son frère, le président d'Autriche, n'avait non plus pas besoin de cet argent. Et par les mêmes principes qu'il attachait à cette France, jamais ma cliente ne lui aurait octroyé un seul centime. Ma cliente est une bonne vivante. Elle aime les petits plaisirs de la vie, les petits plaisirs intellectuels de la vie, le théâtre, l'opéra, la danse, les jeux. Peut-on vraiment lui en faire grief?
ces soirées privées organisées au palais présidentiel, plus précisément au Trianon, petit havre de paix qui lui avait été offert par son époux, n'avaient pour but que de divertir ma cliente. Et oui, car être première dame de France est tout sauf une tâche aisée. Le train de vie de ma cliente est certes dispendieux, je n'en disconviens pas, mais il est ce qu'il avait toujours été pour les premières dames. Concernant cette fameuse affaire du collier, dont vous avez certainement entendu parler, ma cliente a été encore une fois victime d'une escroquerie de la pire espèce, d'une profonde malversation. Une affaire montée de toutes pièces pour la compromettre. Hélas, avec succès, puisque la rumeur publique l'accuse de tous les maux. Mensonges, madame déficit, etc., etc. Les pamphlétaires menaient et mènent toujours une campagne, une véritable campagne de dénigrement à l'encontre de ma cliente. Jamais un personnage de son rang n'avait fait l'objet d'autant de haine. Oui, car c'est bien de la haine dont il s'agit. Nous refutons donc complètement cette accusation en l'absence de preuves, de simples témoignages par oui-dire n'ayant ici aucunement valeur de preuve. Pas plus que l'opinion publique qui domine à cet égard. Opinion publique d'ailleurs que nous devons chasser de nos prétoires. Car lorsque cette dernière entre par une porte, la justice en ressort par l'autre. Ma cliente est accusée d'intelligence avec l'ennemi, de conspiration, de trahison, etc. Elle est surnommée avec dédain l'Autrichienne. C'est vrai, ma cliente est d'origine autrichienne. Mais cela ne l'a pas empêché, dès son arrivée en France, d'aimer profondément le peuple français, d'ouvrir son cœur à la France. Elle a développé un profond sentiment d'appartenance, couplé d'un remarquable esprit patriotique. Oui, l'Autrichienne est et se sent pleinement française. Elle n'a désiré rien d'autre que le bonheur de la France, que cette dernière puisse être heureuse. Alors, à partir de là, je voudrais qu'on m'explique comment ma cliente pouvait-elle conspirer pour déstabiliser son propre pays. Vous voyez bien là encore que les allégations de l'accusation sont ici dénuées de tout fondement. À ma connaissance, il n'est nullement interdit de correspondre amicalement, fraternellement, avec un membre de sa famille, son frère ou le comte Axel de Fersen, comme vous voulez, avec qui elle était régulièrement en contact pour y trouver réconfort, encouragement, remontrance parfois et conseil. Nous refutons donc complètement toutes ces accusations, là encore en l'absence de tout document probant. Loin de moi l'idée de vouloir donner un cours de droit et de procédure à l'accusation, mais je rappelle que la charge de la preuve incombe ici à l'accusation, règle qu'il semble méconnaître. L'accusation commet une faute grave en cherchant à faire de ma cliente un monstre contre nature. Honorable membre de cette cour, cher jury, rien ne saurait ici égaler l'apparente gravité de l'accusation, si ce n'est peut-être la ridicule nullité des preuves, ou plutôt l'absence de preuves matérielles pouvant prouver la quelconque culpabilité de ma cliente. Si vous entrez en voie de condamnation, pensez aux enfants de ma cliente, qui ne pourront plus voir leur mère, et cette dernière qui ne pourra plus non plus les voir grandir. Quelle situation déchirante. Ma cliente mérite l'acquittement, ce qui ne serait de votre part qu'un acte de pure justice, de bonne justice. Merci.